700 commandos nord-coréens débarquent au Burkina Faso alors que, 6 mois plus tôt, le pays n'était censé affronter que des menaces diffuses. Et pourtant, cette force étrangère, arrivée en équipement complet, ne vient ni pour observer, ni pour négocier, mais pour verrouiller la sécurité autour d'Ibrahim Traoré et d'un État fragilisé par des complots répétés. Pourquoi un régime aussi secret accepterait-il un risque aussi visible? Et qu'est-ce que cela révèle vraiment pour ceux qui suivent l'actualité du Sahel? Un basculement s'annonce, furtif mais lourd. L'arrivée des 700 commandos nord-coréens n'a pas seulement créé un choc médiatique, elle a révélé un vide stratégique que le Burkina Faso tentait de contenir depuis des mois. Le pays sortait d'une série de complots avortés, de communications cryptées et interceptées et d'une tentative armée contre un poste régional. Autant d'alertes montrant qu'un appareil hostile, interne comme externe, cherchait à exploiter chaque faille. Dans ce contexte, la mission déployée par Pyongyang représente une promesse implicite, offrir un périmètre de sécurité conçu pour résister aux infiltrations, consolider les infrastructures critiques et transmettre des doctrines testées dans des environnements où la menace évolue rapidement. L'enjeu pour l'État burkinabé est clair, regagner une marge de contrôle en période d'instabilité, limiter les ruptures de chaînes de commandement et disposer d'un système capable d'anticiper plutôt que simplement réagir. Un micro-hook se dessine alors. Si ce partenariat s'enracine, quelle transformation profonde pourrait en découler pour l'équilibre du Sahel? 2 complots majeurs déjoués en 6 mois. Voilà le déclic qui a fait basculer l'architecture sécuritaire du Burkina Faso. Et c'est précisément après ces signaux alarmants qu'un dispositif inédit impliquant des unités nord-coréennes a été activé pour protéger Ibrahim Traoré. Les services de renseignement burkinabés, appuyés par des équipes russes, avaient détecté une intensification des manœuvres hostiles, transmission cryptée entre acteurs étrangers et officiers dissidents, mouvements d'armes vers des zones sensibles et même une tentative armée de prise de contrôle d'un poste de commandement régional. Avec ce faisceau d'indications, le pouvoir exécutif comprenait que chaque échec des auteurs renforçait leur détermination à frapper plus fort. C'est dans cette atmosphère lourde que la coopération silencieuse entre Ouagadougou et Pyongyang s'est accélérée. Échanges diplomatiques, discrets, simulation de sécurité préalable, préparation d'infrastructures d'accueil pour les unités spécialisées. Contrairement aux interventions occidentales usuelles, visibles et accompagnées de déclarations publiques, l'opération nord-coréenne s'est déroulée dans un silence total, sans médiatisation, sans protocole, sans promesses institutionnelles. Les commandos, arrivés en équipement complet, ne se sont pas positionnés comme conseillers, mais comme acteurs intégrés à un dispositif visant à neutraliser les failles internes, sécuriser les infrastructures stratégiques, bases militaires, aéroports, raffineries d'or, centres névralgiques de communication, et former des unités locales aux méthodes issues de décennies de pratiques de contre-insurrection. Ce n'était pas une réaction précipitée, c'était la mise en œuvre d'un plan conçu avant que le public n'en soupçonne l'existence. Le contexte élargi montre un déplacement de plaques géopolitiques, recul français, redéploiement américain limité, perte de crédibilité de l'ECOWAS, montée en puissance d'alliances alternatives où des acteurs comme la Russie et désormais la Corée du Nord comblent les vides laissés par l'Occident. Dans ce nouvel agencement, le Burkina Faso devient un laboratoire de sécurisation politique et Ibrahim Traoré, une figure test de résilience étatique sous pression. Les premières semaines suivant le déploiement ont servi de test grandeur nature, révélant comment les unités nord-coréennes s'inséraient dans les mécanismes existants. Un officier burkinabé, affecté à une zone sensible près de la capitale, raconte en privé que les nouveaux protocoles imposés n'avaient rien à voir avec les routines occidentales, contrôle d'accès par couches successives, vérification croisée au sein même des équipes et emploi de procédures de contre-surveillance adaptées aux environnements où les complots se préparent dans l'ombre. Ce témoignage n'est pas isolé. Dans un autre cas, une base militaire exposée à l'influence d'acteurs dissidents a vu ses chaînes de communication complètement réorganisées. Les transmissions, autrefois dépendantes d'intermédiaires extérieurs, ont été recentrées vers une liaison directe entre commandement local et structure centrale, limitant les manipulations ou les brouillages.
Les spécialistes nord-coréens ont, selon les responsables sur place, identifié en quelques jours des failles jusque-là considérées comme normales. Retard d'alerte, absence de segmentation des accès, zones aveugles dans les périmètres de surveillance. La correction de ces lacunes a immédiatement réduit les marges d'action de réseau, cherchant à s'insinuer dans les points faibles du dispositif. Ces deux micro-cas montrent un même fil directeur. La priorité n'est pas l'ostentation, mais l'efficacité. Les méthodes enseignées, issues d'une longue expérience en environnement hostile, ont commencé à produire un effet dissuasif sur les acteurs internes tentés de profiter des anciennes fissures organisationnelles. Et pour les observateurs, une question s'impose déjà. Si ces réajustements se généralisent à l'ensemble de l'appareil sécuritaire, quelles mutations pourraient en résulter pour la stabilité du pays? Une interrogation brève mais lourde. Qu'est-ce que cela prépare vraiment? Tout commence lorsque les services de renseignement burkinabés, épaulés par des analystes russes, repèrent un schéma inquiétant, un flux soudain de communications chiffrées reliant des agents extérieurs à plusieurs officiers dissidents. Les jours suivants, une tentative de transfert d'armes vers une zone stratégique confirme que la menace ne se limite plus à des rumeurs. Puis survient l'alerte la plus grave. Un groupe armé tente de s'emparer d'un poste de commandement régional. Une action brève mais révélatrice d'une coordination inhabituelle. Pour le cercle rapproché d'Ibrahim Traoré, le message devient limpide. Le pays n'est plus face à des velléités isolées, mais à un enchaînement structuré visant le cœur du pouvoir. C'est à ce moment précis que le dispositif préparé depuis des semaines est déclenché. Les 700 commandos nord-coréens atterrissent discrètement, sans cérémonial, sans annonce diplomatique. Leur mission est tranchante, protéger Ibrahim Traoré, verrouiller les sites vitaux et transmettre des techniques avancées de contre-insurrection. À Ouagadougou, des zones entières sont réaménagées. Les infrastructures militaires reçoivent de nouvelles couches de contrôle. Filtrage multiniveau, identification croisée, mise en place de corridors sécurisés pour limiter les infiltrations. Dans le nord, des segments du dispositif se déploient dans des secteurs soumis à la pression d'insurgés ou de réseaux hostiles. Les commandos ne se contentent pas de patrouiller. Ils réévaluent les protocoles, suivent les failles, comparent les flux d'informations et réajustent les réactions locales selon des méthodes forgées, dans des contextes où la surprise est la seule constante. Pendant ce temps, les simulations conjointes réalisées avant leur arrivée trouvent leur utilité. Les chaînes de communication sont repensées, les routines sont brisées, les unités locales apprennent à traiter une menace avant qu'elle n'apparaisse sur le radar. Le point culminant se produit lorsqu'un réseau interne, jusqu'alors insaisissable, est identifié et neutralisé grâce à un croisement de diagnostics exécutés conjointement par des analystes burkinabés et nord-coréens. Cette opération discrète renforce l'idée que le pays a franchi une étape. Il n'est plus en réaction, il devance. Après cette phase d'intensité, les effets s'étendent comme une onde. Certaines unités locales, auparavant fragmentées ou pariées, ou marquées par des allégeances conflictuelles, se stabilisent autour d'un commandement recentré. Les responsables sur le terrain notent une diminution nette des tentatives d'infiltration. Les menaces internes, au lieu de se manifester sous forme d'actions coordonnées, se réduisent à des mouvements isolés, souvent interceptés avant maturité. À l'échelle institutionnelle, la présence nord-coréenne cristallise une dynamique nouvelle. Dépendance réduite aux intermédiaires extérieurs, verrouillage des communications sensibles, diffusion d'une culture opérationnelle fondée sur la vigilance permanente. Ce glissement n'est pas spectaculaire, il est méthodique, peu visible mais profond. L'environnement régional, lui aussi, ressent cette onde. Mali, Niger et d'autres acteurs du bloc AES observent avec attention la façon dont ces ajustements donnent à Ibrahim Traoré un espace politique plus résilient. Ce qui était perçu comme une intervention ponctuelle prend la forme d'un modèle émergent. Alors une question, lourde mais incontournable, s'impose. Si un dispositif capable d'absorber les chocs se met réellement en place, jusqu'où cette recomposition peut-elle redessiner le pouvoir au Sahel ? Le basculement se lit d'abord dans un contraste clair. Avant l'arrivée nord-coréenne, 2 complots majeurs avaient été détectés en 6 mois. Puis, après leur déploiement, la fréquence des tentatives structurées chute nettement.
Cette transition d'une menace récurrente à une pression plus diffuse sert de repère pour mesurer l'effet du dispositif entourant Ibrahim Traoré. Premier chiffre, 2 complots déjoués en 6 mois. Cette donnée décrit un appareil sécuritaire longtemps exposé, fragilisé par des réseaux internes volatiles et des influences extérieures. Elle indique aussi un système où les alertes apparaissaient tard, révélant des failles dans la détection précoce et la circulation des informations. Deuxième chiffre, 700 commandos nord-coréens déployés. Ce volume, confirmé par les canaux officiels, illustre une volonté de densifier la protection autour des centres névralgiques, bases militaires, aéroports, raffineries d'or, hubs de communication, tout en apportant des doctrines forgées dans des contextes d'instabilité aiguë. Le nombre signale surtout une approche à large spectre: défense rapprochée, contre-surveillance, filtrage des loyautés et formation tactique destinée à renforcer l'autonomie burkinabé. Troisième chiffre, plusieurs zones sensibles renforcées simultanément. Même si la source ne donne pas de total exact, elle indique une pluralité de secteurs réorganisés, notamment près de la capitale et au nord. Cela reflète un maillage élargi visant à empêcher qu'une menace localisée ne se transforme en déstabilisation généralisée. À partir de ces repères, la logique opérationnelle du partenariat apparaît plus nettement. Les complots détectés avant l'arrivée des unités étrangères avaient révélé une armée fragmentée, un renseignement aux canaux parasités et des postes stratégiques vulnérables aux manipulations internes. La présence simultanée de commandos spécialisés a, selon les responsables impliqués, accéléré la correction de ces failles par 3 leviers: une segmentation plus fine des accès aux installations, une réécriture des protocoles de communication, une intégration plus serrée entre unités locales et spécialistes nord-coréens. Du côté des missions techniques, les équipes venues de Pyongyang ont introduit des méthodes conçues pour anticiper plutôt que simplement réagir. Les procédures de vérification des loyautés, par exemple, ont permis de repérer des éléments vulnérables à l'influence extérieure. Les diagnostics de contre-surveillance ont mis au jour des zones d'ombre dans les routines quotidiennes, zones que les réseaux hostiles auraient pu exploiter. La formation transmise vise à créer des unités capables d'opérer sous pression, d'identifier les signaux faibles et d'endiguer les menaces internes avant leur activation. Dans les régions sensibles du Nord, où insurgés et acteurs dissidents évoluent en périphérie des chaînes institutionnelles, l'implantation d'équipes spécialisées a resserré les liaisons entre terrain et capitale. Cette réduction des intermédiaires limite les manipulations, réduit les retards de réaction et empêche que des incidents isolés ne deviennent des crises prolongées. Pour Ibrahim Traoré, ces ajustements représentent une évolution structurelle. Le pays passe d'une logique de rattrapage à une logique de prévention. Chaque couche ajoutée, contrôle, vigilance, communication sécurisée, renforce la capacité de l'État à défendre ses centres de gravité politique. Ainsi se dessine une question essentielle, encore ouverte mais inévitable. Si ces mécanismes préventifs continuent de s'enraciner, quelle marge de manœuvre stratégique le Burkina Faso gagnera-t-il dans les mois à venir ? Deux lectures, souvent opposées, émergent autour de l'arrivée des commandos nord-coréens au Burkina Faso. La première avance que cette coopération créerait une dépendance excessive envers un partenaire extérieur réputé opaque. Elle soutient que tout renforcement sécuritaire venant d'un acteur soumis à de lourdes sanctions internationales pourrait isoler davantage le pays dans ses relations diplomatiques. Ce point de vue considère que l'importation de doctrines étrangères risque d'alourdir le fonctionnement institutionnel sans garantir une stabilité durable. La seconde lecture, tout aussi structurée, défend l'idée inverse. L'intervention nord-coréenne fournirait un rempart indispensable dans un contexte où les menaces internes et externes convergent. Selon cette approche, les complots détectés, les communications chiffrées interceptées et la tentative armée contre un poste régional démontrent que l'appareil sécuritaire local, même restructuré, avait besoin d'un renfort spécialisé pour combler des failles critiques. Les partisans de cette thèse rappellent que la présence russe, déjà installée, n'a pas suffi à contenir toutes les vulnérabilités, obligeant à ajouter une seconde couche plus discrète, plus technique et capable d'opérer dans l'ombre. Face à ces deux angles, la réponse issue du récit source se situe dans une articulation précise. La mission nord-coréenne ne remplace pas les mécanismes nationaux. Elle intervient là où les fissures avaient
permis à des réseaux hostiles de s'approcher dangereusement des centres stratégiques. Les éléments mentionnés, simulation conjointe préparée en amont, réorganisation des chaînes de communication, neutralisation de menaces internes grâce au croisement d'analyses, indiquent une correction ciblée des points fragiles plutôt qu'une substitution globale de souveraineté. Autrement dit, l'argument le plus solide, en s'appuyant uniquement sur les faits rapportés, tient dans cette idée: le dispositif n'est pas une délégation du pouvoir, mais une réponse conditionnée par l'urgence détectée et par l'ampleur des menaces qui se recomposaient en silence. La question demeure toutefois ouverte. Si ce modèle de coopération spécialisée se déploie ailleurs dans le Sahel, quelle dynamique nouvelle pourrait-il enclencher dans les équilibres de la région ? Un pivot silencieux commence. C'est au cœur de cette recomposition que le rôle des unités nord-coréennes prend une dimension nouvelle. Elles ne se contentent plus d'appuyer un dispositif, elles contribuent à redessiner la manière dont l'État identifie ses propres vulnérabilités. Autour d'Ibrahim Traoré, des mécanismes parallèles apparaissent, inspirés de modèles où la stabilité ne dépend pas de la visibilité, mais de la cohésion interne et de la capacité à prévenir les ruptures avant qu'elles ne s'expriment. Un détail issu du terrain illustre ce tournant. Dans les zones les plus exposées, les liaisons entre les commandements provinciaux et le centre ne passent plus par les circuits standards. Elles empruntent désormais des voies réduisant les risques de brouillage, de manipulation ou de fuite orchestrée par des acteurs dissidents. Cette bascule crée un effet domino. Chaque unité qui adopte ces nouvelles pratiques devient moins perméable aux influences extérieures et plus réactive aux signaux faibles. Le Midpoint Reveal est là. Ce partenariat, présenté comme une protection ponctuelle, s'est transformé en un levier de réécriture structurelle qui dépasse largement la simple défense rapprochée. Et ce changement, discret mais profond, montre que le Burkina Faso expérimente une architecture où la résilience prime sur l'apparence. Les effets du nouveau dispositif ne restent pas cantonnés au cercle militaire. Ils s'étendent par couches successives sur 4 sphères distinctes: nationale, NN, diplomatique, DN, nord régional, ND, et continental voisinage, KV. Le premier impact, le plus immédiat, touche la structure même de l'appareil sécuritaire. Les rotations silencieuses de personnel, les diagnostics de loyauté et la réorganisation des communications créent un environnement où les réseaux anciens, souvent infiltrés ou vulnérables, perdent leur marge de manœuvre. Autour d'Ibrahim Traoré, les chaînes de commandement deviennent plus directes, plus compactes, moins dépendantes de circuits exposés. Dans certaines bases, la réduction des tentatives d'infiltration est décrite comme nette, conséquence logique des protocoles intégrés par les équipes nord-coréennes. Le pays passe, petit à petit, d'une posture défensive à une posture préventive. La présence nord-coréenne recompose également la manière dont Ouagadougou interagit avec le reste du monde. Le retrait ou la mise à distance des anciennes puissances, France, États-Unis, laisse place à un dispositif où l'État burkinabé cherche des partenaires, offrant soutien immédiat plutôt que conditionnalité institutionnelle. Ce glissement attire l'attention car il positionne le Burkina Faso comme l'un des premiers laboratoires africains assumant une coopération sécuritaire hors du giron traditionnel occidental. La dynamique est claire: plus la consolidation interne progresse, plus la marge diplomatique ressemble à une politique d'équilibre plutôt qu'à une dépendance. À ce stade, les effets nord-régionaux dans le Sahel proche se manifestent ainsi. Au nord, là où les insurgés opèrent en périphérie des territoires étatiques, les ajustements structurels entraînent des répercussions immédiates. Les lignes de communication entre terrain et capitale, désormais raccourcies, renforcent la capacité de réaction. Dans les zones où l'influence de groupes dissidents fragilisait les postes avancés, les unités travaillant avec des instructeurs spécialisés adoptent des méthodes de filtrage plus strictes, réduisant les fenêtres d'opportunité pour les acteurs hostiles. Cette consolidation diffuse crée un espace plus stable, ce qui, par ricochet, modifie l'équilibre sécuritaire dans la zone ES. Les pays observant la trajectoire burkinabé, Mali, Niger, Guinée, Tchad, y voient un modèle inattendu. Un État confronté à de multiples complots, mais qui consolide progressivement son autonomie institutionnelle.
Les résultats obtenus renforcent l'idée que l'intervention nord-coréenne, couplée à l'appui russe, produit un système moins vulnérable aux influences extérieures. Pour les gouvernements de la région, cette évolution soulève une interrogation stratégique. Si le Burkina Faso accroît sa résilience autour d'Ibrahim Traoré, la logique pourrait inspirer d'autres restructurations internes, redéfinissant l'équilibre du Sahel. Au final, l'ensemble de ces impacts suggère qu'un glissement structurel est en cours. Une architecture sécuritaire plus compacte, un réseau diplomatique réorienté et une zone régionale observant une mutation silencieuse. Reste une question centrale. Jusqu'où cette recomposition peut-elle modifier le rapport de force dans un Sahel déjà en pleine mutation ? Dans l'horizon de 6 à 12 mois, le scénario le plus probable est celui d'un renforcement progressif des dispositifs déjà engagés. Les chaînes de commandement réorganisées sous l'effet du partenariat actuel continueraient de se stabiliser, créant un environnement où les tentatives de complot ou d'infiltration perdent en cohérence. Les unités locales absorbent davantage les doctrines techniques transférées par les instructeurs nord-coréens, ce qui réduit les marges de manœuvre pour les réseaux hostiles, internes comme externes. Dans cette configuration, le pays se maintient sous tension, mais avec une capacité supérieure à prévenir les ruptures plutôt qu'à les subir. C'est une trajectoire de consolidation, pas de transformation fulgurante. Ici, les effets structurels s'enchaînent plus vite que prévu. Les réformes sécuritaires mises en place deviennent des standards adoptés par d'autres composantes institutionnelles, ce qui crée une cohérence générale rarement atteinte dans les systèmes fragiles. Les zones sensibles du Nord affichent une baisse notable des tentatives de perturbation. Les communications centralisées améliorent les réactions sur le terrain. Dans le cadre régional, les pays alignés observent ce modèle et amorcent des ajustements semblables, générant un effet d'entraînement dans l'espace AES. Le Burkina Faso, sans chercher à projeter sa puissance, exerce alors une influence stabilisatrice en devenant une référence en matière de résilience institutionnelle. Dans ce cas, les acteurs hostiles adaptent leurs méthodes à la nouvelle donne. Ils cessent les tentatives concentrées pour privilégier les actions fragmentées, difficiles à anticiper. Les zones périphériques redeviennent vulnérables, les flux d'informations s'encombrent et certains segments locaux rechutent dans des dynamiques conflictuelles. À l'échelle régionale, les recompositions politiques ou les rivalités extérieures peuvent catalyser ces fragilités, créant une pression accrue sur les mécanismes encore en transition. Le risque principal n'est pas l'effondrement, mais l'érosion silencieuse de la cohésion instaurée. Une attitude s'impose face à ces trajectoires possibles, raisonner en termes de conditions plutôt que de certitudes. Autrement dit, analyser non pas ce que le système sera, mais ce qu'il pourrait devenir si certaines variables, loyauté interne, intégration technique, stabilité régionale, se déplacent dans un sens ou dans l'autre. Cette grille conditionnelle permet de suivre l'évolution sans projeter des causalités rigides dans un environnement encore fluide. Les transformations en cours ne concernent pas seulement les institutions ou les alliances internationales. Elles résonnent aussi dans la manière dont différents profils d'observateurs, citoyens, analystes, membres de la diaspora, perçoivent l'évolution du pays. 3 groupes principaux, chacun avec ses attentes et ses inquiétudes, interprètent différemment la recomposition sécuritaire du Burkina Faso. Pour eux, la question n'est pas géopolitique, elle est concrète. Ils observent les réajustements locaux, dans les postes administratifs, dans les points de contrôle, dans les délais de réaction. Et ils lisent soit une amélioration, soit une discipline nouvelle qui demande adaptation. Les protocoles de sécurité plus stricts réduisent certaines marges d'improvisation, mais offrent un sentiment de structure dans un contexte longtemps marqué par l'incertitude. Ceux vivant à l'étranger mêlent prudence et intérêt. Ils voient, à travers les récits relayés, un pays tentant de sortir d'une logique d'instabilité chronique. Leur lecture est souvent moins émotionnelle et davantage analytique. Ils s'interrogent sur les implications diplomatiques, sur le repositionnement international et sur les effets que ces alliances atypiques pourraient avoir sur la perception extérieure du Burkina Faso. Pour eux, la stabilité interne reste un critère clé.
Ils examinent le cas burkinabé comme un précédent potentiel pour d'autres États du Sahel. Le retrait des structures traditionnelles, la montée d'alliances alternatives et la reconfiguration de l'appareil sécuritaire constituent des signaux d'une mutation plus large. Ce groupe s'intéresse surtout au degré de cohérence institutionnelle généré par les ajustements récents. Si cette cohérence se renforce, elle pourrait devenir un élément structurant pour comprendre les évolutions futures dans la région. Au croisement de ces trois regards, une même interrogation demeure. Dans un environnement où chaque signal faible compte, comment chacun peut-il interpréter les dynamiques en cours sans céder aux simplifications rapides? La recomposition en cours ne se limite pas à des ajustements discrets. Elle implique une trajectoire méthodique qui, si elle se structure, pourrait définir la stabilité des prochains mois autour d'Ibrahim Traoré. Voici une feuille de route cohérente avec les logiques décrites dans les faits sources, sans inventer d'éléments externes. Qui équipe burkinabé plus unité spécialisée nord-coréenne? Quoi? Verrouillage des postes sensibles et renforcement des canaux de communication directs. Quand? Immédiatement, dans les zones déjà identifiées comme vulnérables. Mesure. Réduction des retards d'alerte et stabilisation des transmissions critiques. Qui? Commandement national de l'UE, cellule technique intégrée. Quoi? Mise en cohérence des protocoles autour des bases militaires, aéroports, raffineries d'or et hubs de communication. Quand? Après validation des diagnostics initiaux, mesure, baisse des tentatives d'infiltration détectées et contrôle accru des accès multiples. Qui? Unité locale réorganisée, plus coordination centrale. Quoi? Contournement des circuits vulnérables hérités des anciennes structures. Quand? Au fur et à mesure de la montée en compétences internes. Mesure. Fluidité dans la collecte de signaux faibles et diminution des communications parasitées. Qui? Instructeur spécialisé. Plus garde présidentielle. Quoi? Module orienté contre-surveillance, verrouillage d'urgence et filtration interne. Quand? Dès que les routines modifiées montrent un degré d'autonomie suffisant. Mesure. Capacité à neutraliser rapidement des menaces internes en maturation. Qui? Exécutif, chaîne de commandement régionale, cercle technique. Quoi? Diffusion des pratiques éprouvées aux régions périphériques les plus exposées. Quand? Après consolidation du noyau central. Mesure. Cohérence accrue entre centre et terrain, réduction des points d'évasion. Cette feuille de route esquisse une progression réaliste basée sur les éléments décrits. Une architecture qui anticipe plutôt qu'elle ne subit. Quand l'officier burkinabé, évoqué plus tôt, repense aux premières semaines du nouveau dispositif, il ne décrit pas seulement des consignes techniques, il parle d'une ambiance qui a changé jusque dans les couloirs qu'il parcourait chaque jour. Pour lui, ces contrôles par couches successives, ces vérifications croisées et ces routines de contre-surveillance, introduites avec l'aide des équipes nord-coréennes, ont marqué la rupture avec les habitudes flottantes d'avant. Autour d'Ibrahim Traoré, ce sentiment s'est peu à peu diffusé. L'idée qu'un État longtemps fragmenté pouvait reconnecter ses maillons essentiels, depuis les postes avancés jusqu'aux salles où se prennent les décisions les plus sensibles. Dans cette recomposition silencieuse, chaque protocole ajusté, chaque canal de communication sécurisé, chaque rotation discrète de personnel devient davantage qu'un geste administratif. Pour ceux qui observent de l'intérieur, ce sont des signes d'un pays qui tente de ne plus survivre au jour le jour, mais de se doter d'une épine dorsale capable d'encaisser les chocs répétés. La fragilité demeure, les pressions régionales aussi, mais une certitude minimale s'installe. Les failles d'hier ne sont plus acceptées comme une fatalité. La solidité la plus durable naît dans ce que personne ne voit, dans le mouvement discret qui traverse aujourd'hui le Burkina Faso. Une autre dynamique apparaît, plus large que les réajustements sécuritaires ou les alliances qui se redessinent. Elle touche à la manière dont un pays interprète son propre devenir, à la façon dont ses citoyens, ses partenaires et ses observateurs envisagent ce que signifie construire une stabilité qui ne dépend plus uniquement de structures héritées. Si cette transition soulève des questions, elle ouvre aussi un espace de réflexion collective. Comment un État peut-il renforcer ses fondations sans perdre son autonomie décisionnelle ? Comment maintenir une vigilance institutionnelle dans un environnement où chaque pression extérieure cherche à infléchir une trajectoire encore en cours d'écriture? Ce moment invite moins à choisir un camp qu'à interroger les chemins possibles.
Il appelle à regarder ce qui évolue réellement, à distinguer les perceptions rapides des transformations silencieuses et à comprendre que la résilience d'un pays se construit souvent dans le temps long, à travers des choix accumulés plutôt que des gestes spectaculaires. Alors, selon vous, quelle forme pourrait prendre cette stabilité naissante? Et vers quel modèle pensez-vous que la région pourrait se diriger dans les années à venir?